Bonjour tout le monde, bienvenue à cette suite de formations sur le climat scolaire positif à bord du transport scolaire. Voici donc la capsule numéro 4 qui a pour attrait les stratégies d'intervention lors des comportements inappropriés des élèves. Je me présente, je suis Marie-Josée Trudel, responsable pivot du dossier CVI, donc climat, violence et intimidation, au CSS-RDN, et je serai accompagnée pour cette capsule de ma collègue Sylvie Bourgeois, agente de soutien régional au dossier CVI pour la grande région du LLL. Bon visionnement, bonne capsule! Alors, les objectifs généraux de cette capsule seront les suivants. En fait, c'est qu'à travers la capsule, on va apprendre à intervenir de façon efficace lorsqu'apparaissent les comportements inappropriés de nos élèves, donc les écarts de conduite. Et on va également, donc, suite à nos interventions, apprendre à consigner les problématiques majeures via le rapport de communication et ou de plainte de votre école. En fait, il faut savoir qu'au centre de service scolaire, on a des rapports de plainte communes pour toutes nos écoles. Donc, on va revoir en fait les outils à l'intérieur de ce coffre à outils-là. On va les découvrir et savoir quand, comment est-ce que c'est important donc de le mentionner, de le consigner et d'en rédiger un rapport. Tout au long de cette capsule, nous aborderons en fait 6 concepts. Alors, Sylvie vous entretiendra sur le retour en fait des bonnes pratiques. À la capsule 1, si vous l'avez visionnée il y a quelques années, il y a quelques mois ou il y a quelques semaines, eh bien, ça va vous donner un rafraîchissement. Donc, les bonnes pratiques en fait efficaces là, pour en prévention avant qu'apparaissent les écarts de conduite. Ensuite, on va vous entretenir sur le développement de l'enfant et de l'adolescent pour avoir une meilleure connaissance, en fait, pour pouvoir vraiment mieux intervenir. Par la suite, c'est moi qui va vous entretenir par rapport à la classification des comportements. Donc, savoir classer les comportements pour déterminer s'il s'agit d'un écart de conduite mineur ou majeur, ce qui va guider également donc nos interventions par la suite, avoir des pistes d'intervention et ou de conséquences pour que ensuite je vous entretienne également donc sur les conséquences possibles éducatives réparatrices que nous pouvons accorder aux élèves. Et donc, nous irons par la suite par Sylvie, donc vous abordera au niveau de l'arbre décisionnel, c'est-à-dire vos rôles, vos responsabilités en tant que conducteur de transport scolaire. Et finalement, je terminerai avec la consignation, soit des plaintes ou d'un rapport en fait d'événements que vous avez également dans un coffre à outils qui vous a probablement été offert, donné, remis par le centre de service scolaire. Merci Marie-Josée. Alors, on fait un retour ici, un petit retour sur les bonnes pratiques. C'est en lien avec du contenu qu'on a déjà vu dans d'autres capsules précédentes. Donc, c'est un petit rappel de nos bonnes pratiques. Donc, se rappeler que la bienveillance, c'est un savoir-être qui vient bien au-delà du respect et de la tolérance. Donc, c'est vraiment un savoir-être auprès des autres où on se préoccupe de l'autre. On a son bien-être à cœur. On souhaite en prendre soin des autres. En contexte scolaire, ça se traduit dans la vie de tous les jours par des gestes, des attitudes empathiques où on est à l'écoute de l'autre, où on témoigne de la considération, on est ouvert à ce que l'autre a à nous dire. Puis je pense que pour avoir ces attitudes-là, ben, il faut commencer aussi par avoir de la bienveillance envers soi-même, avec comment on se sent, d'avoir un regard sur soi. Oui, il y a des jours où ça va très bien, des jours où ça va moins bien, d'être conciliant avec ce qu'on vit dans la vie de tous les jours. Mais en même temps, de dire, ben, moi, qu'est-ce que je fais pour prendre soin de moi, pour être en meilleure position pour prendre soin des gens avec qui je vis autour de moi. C'est s'assurer que dans le milieu scolaire, comment je peux faire en sorte qu'il y a un bon vivre ensemble, que ma posture de bienveillance va guider mes interventions même lorsque c'est difficile. Parce que c'est dans ces moments-là où c'est plus difficile de rester bienveillant.
Donc le savoir-être, il peut changer bien des choses au niveau, de l'intervention. C'est d'être capable de réa de dans les situations où j'ai à intervenir, dans les situations difficiles, de me montrer accueillant, hein, quand on dit bonjour à l'élève, quand on lui parle, on s'intéresse à lui, on montre une posture de bienveillance, on est en posture, d'ouverture face à diverses situations. C'est aussi, lorsqu'on est, dans un savoir-être où on a une posture bienveillante, c'est d'être dans une posture où on évite les formes de discrimination, les jugements hâtifs, tout fait, qu'on peut entendre dans la vie de tous les jours. On va essayer d'éviter d'aller vers ça, mais, d'être plutôt de dans nos discussions, de voir, les faits, d'observer et puis, d'y aller avec les faits qu'on voit et non pas nécessairement des interprétations, des jugements hâtifs et d'éviter des paroles ou des gestes inappropriés quand on se laisse envahir par des émotions. Accepter de se remettre en question. Accepter de faire des erreurs, puis quand on fait des erreurs, ben, d'être capable de revenir sur la situation. Voici comment je me sentais à ce moment-là. Peut-être que mes paroles ont dépassé mes pensées. Je m'en excuse. J'aimerais ça trouver des solutions avec toi. Alors, différentes situations qui pourraient nous amener à reconnaître nos erreurs et en même temps, ben, on devient un modèle pour l'élève. Croire que l'élève aussi possède des capacités de changement. Lorsqu'on croit à l'élève, au potentiel de l'élève, que lorsqu'on le soutient, il peut, faire des changements de comportement, ben ça lui permet de voir qu'il y a cette possibilité-là. Quand il voit dans les yeux de l'adulte qu'il y a possibilité de changer, ben il peut y croire lui aussi. Alors, c'est souvent de se remettre en question là, dans notre posture de soutien aux élèves lorsqu'on travaille avec les jeunes. Se rappeler, d'exprimer souvent nos attentes, c'est pas parce que ça a été nommé en début d'année ou en cours d'année. Je pense qu'on travaille avec, des jeunes qui sont en constant apprentissage, donc c'est important d'avoir des attentes claires, de rappeler les règles qu'on veut voir, les rappeler les règles qu'on a affichées. De les formuler positivement. Dans d'autres capsules précédemment, on a nommé l'importance, d'afficher les comportements qu'on veut voir dans le transport scolaire, d'être capable, d'avoir un petit nombre de règles pour y faire référence au courant de la journée, qu'elles soient affichées visiblement, puis que pour nous, ça nous fait un référentiel là, avec lesquels, on peut se référer régulièrement. On a déjà parlé du renforcement positif. Ici, on le voit sous forme de reconnaissance. Alors, d'être capable de reconnaître dans la vie de tous les jours des comportements adéquats, d'être capable de féliciter, encourager nos jeunes, de miser sur le positif parce qu'ils s'en passent du positif. Hem D'être explicite. Exemple: «Simon, félicitations, tu es resté assis tout au long du trajet». Il y a des élèves pour lesquels ça pourrait être difficile. D'autres comportements qui pourraient être difficiles, puis qu'on demande des efforts aux élèves pour toutes sortes de situations. Lorsqu'on voit qu'ils ont ces comportements-là, ben pourquoi pas en profiter pour les encourager, puis de leur dire qu'on reconnaît ces efforts-là. Il y a plusieurs, façons de reconnaître dans le fond. Ici, on parle de existentiel, en pratique et des efforts. Lorsqu'on parle de la reconnaissance existentielle ici, c'est vraiment de reconnaître l'autre dans ce qu'il est, de prendre de ses nouvelles, d'être attentif à l'autre, de le reconnaître, de l'entendre dans ce qu'il nous dit, d'être accueillant, de lui dire bonjour, de souligner, les changements qu'il peut avoir dans sa vie, d'être attentif aussi aux changements qui se passent. Alors, c'est une forme de reconnaissance dans ce qu'il est, dans les valeurs humaines. Lorsqu'on parle de reconnaissance dans les pratiques, c'est d'être capable de reconnaître le jeune dans les tâches ou les comportements qu'il fait dans la vie de tous les jours, de souligner aussi ses qualités, les compétences, des comportements positifs qu'il fait. Donc là, c'est vraiment dans les pratiques et dans les comportements de l'élève. La reconnaissance dans les efforts, c'est, souvent, ben, il y a les efforts individuels et les efforts collectifs. Donc, on va s'attendre à certains comportements de nos élèves lorsqu'ils sont en groupe, comme dans le transport scolaire, ben, ils doivent faire des efforts pour vivre en collectivité et parfois le transport peut
peut paraître long pour eux en fin de journée ou même en début de journée, mais on sait qu'ils font des efforts à ce moment-là pour, être en collectif, avec d'autres jeunes. Donc reconnaître aussi ces efforts-là. Puis si certains élèves qui auraient des besoins particuliers ont des objectifs précis à observer ou des moyens à mettre en place pour faire des efforts sur leur comportement, bien, c'est d'être capable de reconnaître leur participation active là-dedans, de reconnaître leurs efforts. Alors, il y a plusieurs formes de renforcement, de reconnaissance qu'on peut avoir envers nos jeunes. Dans un deuxième temps, ici, on arrive lorsque... Dans un deuxième temps, ici, on arrive, lorsque avec tout ce qu'on vient de dire, c'est un petit rappel, dans le fond, des bonnes pratiques. Faut tenir compte qu'il y a un développement important chez l'enfant et chez l'adolescent et lorsqu'on comprend les grands changements, ben ça nous permet de mieux intervenir puis d'avoir une attitude peut-être plus, bienveillante envers eux parce qu'on comprend comment ils se développent. Alors ici, on va parler vraiment des grandes lignes du développement de l'enfant et de l'adolescent. Donc pour bien comprendre, le développement, ben c'est aussi de réfléchir premièrement à comment on voit nos jeunes. Se questionner sur nos a priori, parfois nos jugements, de ce qu'on entend versus ce qu'on voit dans notre propre milieu, ce qu'on entend dans la société versus ce qu'on voit dans le transport scolaire avec nos jeunes. Alors, qu'est-ce qui vous vient en tête lorsque je parle de jeunes du primaire ou de jeunes du secondaire, d'adolescents? Qu'est-ce que vous voyez comme comportement, comme attitude, comme façon de faire? Alors, c'est de réfléchir à tout ça. Vous pouvez prendre un temps de pause si vous voulez. Hem, Comment on les voit? Est-ce que nos jeunes on les voit comme des jeunes normaux, bizarres, difficiles, ambitieux, drôles, confrontants, comme des génies? Alors, j'aimerais ça que vous preniez un temps pour voir comment vous voyez les jeunes, parce que ça a un impact important. La façon que vous les voyez va assez souvent, teinter les comportements qu'on va avoir avec nos jeunes. Alors, se questionner sur les comportements d'ado. Qu'est-ce qui est pour vous normal, déviant? Qu'est-ce que l'ado, qu'est-ce qu'il est dans la vie de tous les jours? Qu'est-ce qui me questionne aussi chez l'ado? Pourquoi il a tel comportement? Je vois des comportements qui reviennent chez l'ensemble de nos jeunes. Pourquoi ils réagissent comme ça? Donc, c'est de prendre un temps vraiment pour se questionner sur nos perceptions face aux jeunes, puis comment on les voit, puis se questionner, puis s'ouvrir à, à ce qui s'en vient comme propos que je vais vous parler, surtout, au niveau des adolescents. Alors ici, on va parler du développement émotionnel et psychologique de nos jeunes adolescents. Donc, vers l'âge de 11 ans environ, là, en fin 5e année, on voit déjà apparaître des changements chez le jeune à plusieurs niveaux. Ici, là, on verra plus tard au niveau peut-être physique, tout ça, mais ici, au niveau émotionnel et psychologique, on va s'apercevoir que nos jeunes vivent différents changements dont une plus grande sensibilité, à diverses situations, sourde d'humeur, faible tolérance à la frustration, donc on commence à voir par rapport à l'adulte, surtout, différents changements de comportement. C'est difficile pour lui les différents changements, ce qu'il vit à l'intérieur comme changement physique, va l'amener à être plus fragile au niveau émotionnel et psychologique. Il est aussi en recherche d'une nouvelle identité, besoin de plus d'autonomie, donc recherche, de nouveaux repères pour développer son autonomie, besoin de se distancier de l'adulte. Donc, nous aussi, on a un rôle à changer. Donc, ça a un impact, dans le fond, sur le développement émotionnel et psychologique. Souvent, à cet âge-là, jusqu'en secondaire 5, l'âge de 17-18 ans, là, lorsqu'on a, bon, les jeunes avec qui, vous travaillez, ce sont des jeunes que, bien souvent, vont aimer prendre des risques
pour pouvoir confronter jusqu'à où ils peuvent aller ou non. Donc, bien souvent, ils vont se sentir invincibles face à toutes sortes de situations. Ça m'arrivera pas à moi, ça va juste arriver aux autres. Ils sont très centrés sur leurs besoins. C'est très difficile de penser à long terme. C'est aujourd'hui et maintenant jusqu'à demain, mais le reste, notre capacité d'adulte, ils l'ont moins à l'âge de l'adolescence. Donc, ce qu'on va leur demander, ben, ça va être une petite chose à la fois. On va faire souvent des rappels. Faut pas considérer parce qu'il l'a appris une fois que c'est là pour toujours. Donc, parfois, ils ont appris aussi des choses au primaire que tout d'un coup, ils perdent de vue rendu à l'adolescence. Faut faire ces rappels-là. Beaucoup de questions qui leur viennent. Qui suis-je? Qu'est-ce que je vais devenir? Qu'est-ce que j'aimerais faire dans la vie? Conna Se questionnent davantage sur eux, sur leur connaissance de soi, et vont vers davantage leurs amis que vers les adultes pour explorer ça parce que pour eux, les amis autour d'eux, ils sentent que, c'est des gens qui vivent plus la même chose qu'eux en termes de vécu émotionnel et psychologique. Plus de perte de contrôle aussi, de débordement émotionnel, va se sentir quand on disait plus souvent frustré face aux nouvelles situations ou c'est confrontant aussi avec l'adulte, veut se séparer de l'adulte. Peuvent être dans des comportements plus extrêmes comme rire pendant un temps puis passer du rire aux pleurs facilement. Donc, ces sautes d'humeur-là, c'est quand même, ils en sont conscients, mais des fois, quoi faire avec, c'est difficile. Ils ont besoin du soutien de l'adulte, mais l'adulte doit devenir davantage un guide que quelqu'un qui va leur dire quoi faire, qui va les accompagner dans ce changement-là. Euh, donc, au niveau grosso modo des changements qui s'opèrent là, excusez-moi, j'ai, sauté trop vite mes diapos. Alors, le développement social, on va voir que, comme je le disais, les amis deviennent très importants. Ça prend une grande place dans la vie du jeune parce qu'ils sentent que ceux qui sont de leur âge les comprennent mieux, vivent les mêmes situations, vivent des questionnements semblables au niveau des changements. Le fait d'être accepté puis détenir un statut auprès des pairs, est très, très important. Vous allez voir que plusieurs personnes vont essayer de s'associer avec des gens qui les ressemblent, avec qui ils ont des intérêts communs. Donc ça, c'est important, ce statut social-là et d'être affilié avec des gens qui sont un peu comme nous. L'adolescent, va être très critique, face aux parents, aux adultes en général, face à l'autorité, parce qu'ils se remettent beaucoup en question. Ils veulent affirmer leur identité qui est en construction tranquillement vers, l'état d'adulte, donc mais ils ne sont pas encore des adultes. Ils doivent vivre ce passage-là qui est quand même important. Donc, ils vont faire certaines expérimentations, à risque ou non. Comment l'adulte près d'eux, va pouvoir les guider dans cette expérimentation-là? Ils ont besoin ils ont besoin de savoir qu'est-ce qu'on qui pourrait vivre dans les expérimentations. Ils ont besoin, d'avoir de l'information pour pouvoir faire des choix et c'est à nous, des adultes, de pouvoir les guider dans ces choix-là, puis de leur donner toute l'information nécessaire pour faire les bons choix. Parce qu'on n'est pas toujours présent, lorsqu'ils ont à faire des expérimentations. Donc, de leur offrir un cadre sécurisant toujours, mais en même temps de leur laisser plus d'espace pour qu'ils puissent faire certaines expérimentations et on va essayer de limiter les risques en les soutenant, en les guidant avec les bonnes informations, puis en essayant de faire en sorte qu'ils fassent les meilleurs choix pour eux, bien sûr.
En général, les caractéristiques, des adolescents qu'on va voir en général, bon, ils sont idéalistes, c'est souvent tout noir ou tout blanc. Ils vont revenir, peuvent dire une chose très, très convaincante une journée et le lendemain aller vers d'autres choses. Hem Comme je l'ai dit, ils vont remettre en question l'autorité, le sens de la justice très, très marqué. Donc, d'être équitable lorsque je prends des décisions comme adulte, d'être équitable pour les jeunes. Euh, Ils ont une capacité d'aimer très fort et de rejeter très fort parce qu'ils vivent des émotions très fortes aussi. Ils ont une méfiance envers les adultes parce que, heu, bon, l'autorité, dans le fond, ils veulent se distancier de l'autorité. Donc, ils vont jauger, au jour le jour, comment mieux, hem, arriver à communiquer avec l'adulte parce qu'il y a ces changements-là qui s'installent. Donc, l'adulte aussi doit s'ajuster au nouveau jeune, là, qui est en transformation. Hem, donc, il y a quand même c'est pas parce qu'il se sépare de plus en plus de l'adulte qu'il a pas besoin de notre sécurité, notre soutien. Faut comprendre les messages en dessous, faut être présent, faut s'intéresser à eux, même s'ils nous font pas tout le temps sentir. Hem Et il faut pas oublier, ben, qu'ils ont besoin d'un groupe. Comme on le disait tantôt, le statut social, c'est important. Donc lorsqu'on va intervenir, ben, il va falloir, tenir compte, dans le fond, de l'importance du groupe et de leur statut. Ils ont une grande, grande créativité, puis, parfois, ben, il faut leur demander aussi qu'est-ce qu'ils pensent de telle situation. Il faut leur demander, des pistes de solutions parce qu'ils en ont des pistes de solutions et comme adultes, ben, parfois, on est porté à leur mettre peut-être des mots dans la bouche ou même des solutions, pour trouver des solutions pour eux, tandis qu'ils ont, une belle capacité à trouver des solutions. Alors, puis ils peuvent avoir une abondance d'énergie pour certaines situations et pas beaucoup dans d'autres. Ça fait partie des changements qu'ils vivent comme, adolescents. Donc, dans notre intervention, comment tenir compte de ces grands changements, importants au niveau de l'adolescence? D'être capable de respecter le jeune, lors de nos interventions, de dire qu'on intervient sur des comportements et non sur sa personne, qu'on le comprend dans ses changements, mais en même temps, on doit intervenir pour certaines situations. Je vous donne un exemple. Un exemple d'intervention où ça pourrait être difficile dans le fond, puis il faut en sortir gagnant-gagnant. Heu, pour une situation X, l'adolescent est très en colère et envers vous, parce que vous étiez là, va vous, traiter de noms, heu, désagréables ou très impolis. Alors, comment on va faire en sorte de reconnaître l'émotion? Simon, je vois que tu es très en colère. Je vois que, tu es déçu de la situation. Par contre, ce que tu viens de faire, la façon que tu t'es exprimé à moi, c'est inacceptable. Je vais te demander de prendre du recul, puis lorsque tu seras prête de pouvoir de venir t'excuser, puis on va essayer de trouver des solutions ensemble et on laisse le temps aux jeunes, le temps de prendre ce pas de recul-là. Parce que les jeunes, puis même nous, quand on est en colère, quand on est déçu, quand on est triste, quand on vit l'émotion, les sentiments, c'est très difficile à ce moment-là de passer dans un état où, de discussion, de s'excuser sur le champ, de donc il faut prendre un pas de recul, laisser reposer un peu la situation et de revenir rapidement par contre avec le jeune. Tu sais, tantôt, je sais que tu étais en colère. Je n'ai pas aimé ce que tu m'as dit. J'aimerais ça qu'on échange à ce propos-là. Et là, pour revenir, les pistes de solution, les excuses, l'échange. Donc, ça va être important dans notre intervention qu'on essaie d'avoir une finale, dans la situation, d'avoir un gagnant-gagnant, où vous vous sentez mieux face à la situation et le jeune aussi a senti qu'il a réparé les choses. Dans son débordement émotionnel. Donc, aussi, développer une communication où, le jeune sent que
l'adulte n'est pas juste là pour intervenir auprès de lui, mais qu'il s'intéresse à lui sur différents sujets. Sa musique, le sport, tout ce qui est artistique. Donc, qui sentent que l'adulte s'intéresse à ce qu'il fait puis à ce qu'il est dans la vie de tous les jours, ben ça permet de construire, en tout cas de maintenir le lien et la communication avec le jeune qui est en changement. Éviter le plus possible de signaler juste les erreurs puis les comportements inappropriés du jeune, mais bien aussi de reconnaître, comme on le disait tantôt, ce qu'il est, ce qu'il fait dans ses tâches et de s'intéresser à lui. C'est des bonnes conditions pour maintenir le lien avec nos jeunes adolescents. Aussi dans les interventions préventives gagnant-gagnant, c'est d'être capable de renforcer ces comportements-là, comme on le disait tantôt. «Jérémie, merci, tu es bien assis à ta place». Donc le fait aussi, tu sais, qu'on va renforcer les comportements, ce que ça a de magique, même jusqu'à l'adolescence, c'est que lorsqu'on renforce les comportements des jeunes, lorsqu'on les reconnaît, ben les autres jeunes autour ont le goût d'avoir un peu la même chose, cette reconnaissance-là. Donc, entendre la reconnaissance de différentes formes amène les autres jeunes à vous reconnaître comme un adulte qui reconnaît les jeunes, qui s'intéresse à eux. Donc, ça donne le goût aussi d'aller vers ces adultes-là. Intervenir de façon équitable et juste, donc d'être capable de reconnaître que les enfants, les adolescents peuvent tous vivre des difficultés. Ils sont très, très sensibles aux injustices. Donc, si vous faites des erreurs ou si vous avez plus de difficultés avec certains jeunes, ça pourrait vous amener à avoir des interventions plus sévères. Ben, c'est là qu'il faut peut-être se remettre en question ou avoir des discussions avec ces jeunes-là et ou bien discuter avec un adulte qui pourrait nous soutenir avec des jeunes avec qui on trouve ça plus difficile pour éviter, certaines injustices qu'on pourrait faire vivre de par l'état émotionnel aussi que ça nous fait vivre comme adultes. Donc, si je ramène là, l'information pour éviter d'aller en escalade lorsqu'on a à intervenir. Alors, on avait toute notre promotion prévention des interventions gagnantes, mais qu'est-ce qui pourrait faire qu'on va vers une escalade avec nos jeunes? C'est d'essayer de répondre impulsivement ou rapidement, réagir parce qu'on ça nous fait réagir ce qui a été dit ou les gestes. Donc, rapidement, là, on pourrait aller en escalade. Essayer de convaincre l'autre personne tandis qu'il n'est pas disponible pour nous écouter. Menacer, à éviter. Vous êtes un modèle, donc si vous êtes un modèle qui constamment utilise la menace pour avoir une collaboration, ben ces mêmes jeunes-là vont utiliser la menace soit avec vous ou avec d'autres personnes. Donc, d'aller vers d'autres interventions que la menace. Heu, Augmenter de conséquences, plus conséquences, plus conséquences. Ce n'est pas une situation où les jeunes vont apprendre de la situation. Donc, oui, il doit avoir un cadre, certaines conséquences à leurs gestes, mais on évite d'aller vers des plus grandes conséquences sans qu'il y ait lieu d'en avoir. Heu, Dans le fond, au niveau de l'intervention, on va le voir plus tard, avec un arbre décisionnel, puis d'essayer de se faire aider aussi dans certaines interventions. Éviter de faire le procès de l'élève devant tout le groupe. Vous le savez, on l'a nommé tantôt, comment le statut social est important, les amis sont importants. Donc, quand vous intervenez devant le groupe, heu, vous, vous faites en sorte que l'élève ne vous fera peut-être plus confiance et en même temps, peut-être que vous allez vous créer d'autres problématiques avec des amis qui supporterait, dans le fond, l'élève dans ses comportements. Donc, on a beaucoup plus de chances de se faire écouter en individuel, de si le groupe est présent, de mettre fin au comportement en ayant une intervention très claire, mais pour discuter avec l'élève puis éviter des jugements, on va le faire en individuel. Demeurer dans l'interaction trop longtemps. Parfois, on parle beaucoup, beaucoup pour s'exprimer,
Par contre, l'adolescent, ça va faire peut-être un petit bout de temps qu'il ne vous écoute plus parce qu'il n'est pas disponible ou il croit que vous vouliez lui faire la morale, à éviter. Répondre avec trop d'émotions, du sarcasme, du chantage. Là aussi, vous êtes un modèle. Si vous utilisez ces formes d'intervention-là, ça pourrait se retourner contre vous parce que le jeune pourrait s'en servir aussi, soit avec vous ou avec d'autres personnes, parce qu'il a eu le modèle que, ah, ben, quand on a trop d'émotions, on peut utiliser du chantage, dans le fond. Rabaisser l'élève ou rire de ses gestes qu'il a posés, à éviter si vous voulez demeurer dans une collaboration avec l'élève, puis vous voulez qu'au bout de la ligne, ça soit gagnant-gagnant. Merci Sylvie. Alors, je vais poursuivre avec la classification des comportements et des interventions à avoir auprès des élèves. D'abord, il faut savoir qu'il y a une distinction vraiment importante à faire entre un manquement mineur et un manquement majeur. Donc, un écart de conduite qu'on considérait comme étant mineur, puis un qu'on considérait comme étant vraiment majeur. Donc, de ces deux types de manquements-là, bien évidemment, il faut faire référence à plusieurs éléments, comme la durée. Hein, est-ce que ça fait 2 minutes, 30 secondes, 3 heures qu'on a une crise devant nous? La fréquence, est-ce que ça arrive quotidiennement ou c'est arrivé une fois dans l'année ou c'est des comportements que l'on voit répétitifs une fois par semaine, une fois par 2 semaines, etc. L'intensité, bien évidemment, donc, soit de la crise ou des cas de conduite ou de l'événement qu'on a devant nos yeux. La constance, la persistance aussi des manquements après avoir fait de l'enseignement, après avoir montré à l'élève nos attentes claires, après l'avoir encouragé, avoir mis un système, etc. Malgré tout, il y a persistance. Bien évidemment qu'un même comportement, on pourrait considérer ça comme étant majeur puis avoir recours à de l'aide supplémentaire. Puis bien évidemment aussi, ainsi que la légalité de la situation. Est-ce que dans le fond, le comportement que l'élève a eu, ben, il représente un danger pour lui-même ou pour l'entourage, pour les autres élèves dans l'autobus? Est-ce que c'est dans l'autobus ou dans la berline ou dans le transport? En fait, bref, est-ce que ça vient vraiment perturber et déranger l'environnement? Est-ce que c'est un comportement qu'on classifierait comme étant un comportement plus qu'inadéquat, mais vraiment même interdit dans la société? Alors, c'est ça qui va nous permettre de distinguer s'il y a un écart de conduite, on le considère comme étant mineur ou qu'on le considère comme étant majeur. Puis le fait de considérer un manquement mineur ou majeur, ben, va venir jouer sur les types d'interventions que l'on va faire et à savoir est-ce qu'on va consigner, est-ce qu'on va porter plainte, est-ce qu'on va vraiment venir écrire puis garder des traces de l'événement, de la situation qui s'est passée. Donc, en d'autres mots, si je peux essayer de classer ça pour que vous le faire comprendre davantage, un manquement mineur, que l'on dit mineur, on va qualifier ça comme étant un manquement, un écart de conduite un peu qui représente de l'indiscipline ou peut-être de l'incivilité qu'on pourrait nommer aussi. En fait, ça va être un comportement ou une attitude, un geste, une action qu'un élève va porter et qui va nuire à son fonctionnement à lui-même. Donc, dans la définition, bien, on dit dans le fonctionnement de la classe, mais en fait, dans le fonctionnement même, par exemple, à l'endroit où est-ce qu'il est assis, mais ça vient le nuire lui ou peut-être un autre alentour, mais qu'on se comprend que l'environnement complet, le transport au complet, soit dans une berline ou soit dans un autobus scolaire, il n'y en est pas atteint. Alors, c'est vraiment un manquement mineur. Ça va être concerner, en fait, une gestion quotidienne de mon transport scolaire, c'est-à-dire des interventions où est-ce que je dois faire un avertissement à l'élève, je dois lui rappeler ce que je m'attends de lui, mais qui ne va pas perturber, en fait, l'ensemble de l'environnement dans lequel est-ce que je suis. Et ici, par environnement, bien, on entend le transport scolaire. Quand on considère ça comme un manquement majeur, bien, on est vraiment ailleurs. On est dans un manquement, en fait, qui va venir perturber à la fois peut-être l'élève, mais en fait, peut-être plusieurs élèves, ou que le manquement, le comportement va même avoir été une atteinte grave à la personne ou un danger ou même une infraction à la loi. Dans le fond, c'est que là, on vient vraiment entraver la sécurité même du transport scolaire. Fait que le comportement, en fait, qu'on dit qui est majeur, ben, c'est le comportement d'élève qui constitue une atteinte grave au bien-être physique ou psychologique d'une personne visant elle-même ou une autre personne dans l'environnement ou un manquement majeur qui est lié avec l'acte qui est posé par son instigateur. Alors, si un élève
en fait, perturbe l'environnement, qui nous oblige à arrêter le transport scolaire, qui nous oblige à avoir l'intervention d'une personne tierce parce qu'on n'y arrive pas. Un comportement en fait, qui perturbe même peut-être le transport au-delà de juste devoir m'arrêter, mais que je peux même juste plus, moi, faire mon travail de transporteur scolaire. Eh bien, on va classifier ça automatiquement par un manquement majeur. Et pourquoi c'est important de dissocier ces deux-là? Bien, parce que tout comme n'importe quel autre adulte dans un milieu scolaire, on s'attend quand même à ce que chacun d'entre adultes, conducteurs scolaires, joue un rôle important aussi au niveau de l'éducation. Fait qu'on est là comme adulte dans un milieu éducatif qui est l'école, donc pour éduquer et aider les élèves à socialiser entre eux. Fait qu'on a un rôle, oui, de transporter de façon sécuritaire les élèves du point A au point B, mais bien évidemment, on a aussi à leur prodiguer donc nos attentes. C'est quoi les bons comportements attendus dans un autobus scolaire ou dans une berline, dans un déplacement? Comment est-ce qu'on y arrive à ça? Puis on a, en fait, vous avez comme chauffeur, donc à le mentionner à l'élève, à leur montrer, à leur enseigner à la limite à comment bien se comporter dans un transport scolaire. Afin d'être encore plus explicite dans mes exemples, je vous expose ici en fait des exemples d'écarts de conduite que l'on qualifierait soit de mineurs ou de majeurs. Et bien évidemment, hein, rien n'est coupé au couteau. Il s'agit encore là du bon jugement de chacun, de la compréhension de ce qu'on peut en avoir et de notre peut-être des fois de notre niveau de tolérance, sans oublier qui est l'adulte et que nous avons donc aussi un rôle au sein de l'éducation. Donc, nous avons un rôle éducatif à jouer envers l'élève. Alors, un élève qui aurait des écarts de conduite mineurs, en fait, ce sont, comme je le disais tantôt, des écarts de conduite qui affectent lui-même ou, des quelques élèves qui sont assez proches de lui. Ce serait, par exemple, un élève qui ne réagit pas automatiquement à une demande, un élève qui refuserait de collaborer avec l'adulte ou avec un autre enfant de son âge, un élève qui pourrait briser du matériel dans le transport scolaire, pas nécessairement, ici on ne parle pas de bris graves et vraiment majeurs, par exemple déchirer le banc ou arracher quoi que ce soit, ou même un bris moteur, un bris mécanique. On est vraiment dans, là, mettons, je rentre dans le transport, il y a une poubelle, j'ai pas fait exprès, j'ai pilé dessus parce que j'avais des grosses bottes, mon sac et tout ça, je l'ai brisé, je l'ai cassé, je vais ouvrir la fenêtre, puis hop, il est resté coincé, j'ai un morceau qui m'est resté dans les mains. Bon, on parle vraiment de bris quand même mineurs qui ne sont pas nécessairement de la faute, de la malintentionnalité non plus de l'enfant. Un enfant qui pourrait utiliser un langage inadéquat, hein, on se doit de lui montrer comment bien parler, qu'ici, non, on n'utilise pas ce genre de termes-là ou ces mots-là. Bon, apporter des objets de la maison, par exemple, qui sera interdit dans le transport scolaire, apporter, je sais pas, mettons, dans votre transporteur, dans votre transport, il est interdit d'avoir un téléphone cellulaire ou un jeu vidéo quelconque, l'élève l'apporterait, voilà, donc ça serait ce qu'on appellerait un écart de conduite mineur. Se mettre debout pendant le déplacement sur la route, faire ici attention, debout parce que je me replace versus debout parce que je reste debout. Oui, vous allez devoir faire un arrêt, probablement parce que là, il s'agit de la sécurité de l'élève. Fait que là, il faut quand même juger là, de ce qu'il en est. Quand on parle de mineur, c'est vraiment, un élève, c'est ça, qui il changerait de place rapidement avec un autre élève. On n'aime pas ça, c'est dangereux, on ne veut pas que ça se reproduise. Mais est-ce que ça nécessiterait nécessairement de faire un arrêt immédiat, d'arrêter tout le monde, puis l'environnement, de retarder le transport scolaire pour ça? Non. Est-ce qu'il va falloir parler à l'élève, intervenir? Oui, absolument. Donc, ça aussi, c'est important. C'est pas tant de savoir classer absolument de la bonne façon pas le transport, pardon, l'écart de conduite, mais bien évidemment, toutes les interventions qui vont être liées à cet écart de conduite-là, que nous, on va leur prodiguer, qu'on va faire toujours dans l'objectif de vouloir aider et apprendre à l'élève à bien se comporter. D'un autre côté, en fait, ici, à ma droite, je retrouve les écarts de conduite plutôt majeurs. Alors, un écart de conduite majeur, comme on l'a nommé, c'est des écarts de conduite qui vont affecter le bon fonctionnement de l'individu dans la société. Exemple, lancer des objets de façon très dangereuse, pousser violemment un autre élève, donc ne pas sortir à l'arrivée, qui va amener à chercher un élève, ce qui
qui peut s'apparenter à une espèce de fugue, voler, se bagarrer, du vandalisme, tu sais, déchirer vraiment, mettons, un banc d'autobus, commencer à peinturer, à faire des graffitis, utilisation d'objets interdits, intimidation, menace, cyber-intimidation, gestes à caractère sexuel, etc. Bien évidemment, dans les interventions, en fait, on va exiger, on va s'attendre de vous à ce que vous interveniez à ce moment-là. On va se donner des pistes dans quelques minutes. Mais bien évidemment, pour un geste qui est un écart de conduite majeur, on a aussi comme attente qu'il va être au courant, le TES, la TES de l'école, les parents. Donc, il doit y avoir vraiment un rapport qui est rédigé pour se garder des traces de ce qui s'est fait là, de ce qui s'est dit là. Par la suite, je vous dirais dans le fond que pour revenir avec les écarts de conduite mineurs, si les comportements sont de façon répétitive, vous vous souvenez au début, je vous nommais au niveau de la fréquence, de l'intensité, du geste qui est posé, etc. Bien, une action, en fait, un comportement qui est répétitif malgré toutes les interventions qu'on peut avoir fait, malgré toute notre bienveillance de vouloir enseigner à l'enfant à bien se comporter. On a mis des trucs en place, on a déplacé l'enfant, peut-être qu'on l'a déplacé, on l'a changé de banc, peut-être qu'on l'a changé d'amis à côté de lui, etc. Si ce même comportement-là devienne qu'à être de façon répétitive, on va considérer ça on va le traiter en fait comme si c'était un écart de conduite majeur, c'est-à-dire qu'on va s'attendre et s'exiger d'avoir un rapport de communication qui est fait, en fait, qui est à compléter, afin de pouvoir justement bien communiquer l'information, soit au TES, soit à un travailleur social, soit à la direction d'école, à l'enseignante, en fait, à quelqu'un qui aurait peut-être plus de temps que vous à pouvoir expliciter et puis enseigner, puis encadrer l'élève, en fait, à avoir un bon comportement dans l'école. Qui, ultimement, éventuellement, si on voit qu'il n'y a pas de correction au niveau du comportement, selon un certain protocole donné dans les écoles après 1, 2, 3 rapports de plainte, ben là, oui, bien évidemment, il y aura arrêt de transport. En fait, c'est ça, selon une séquence, là, il y aura donc des suspensions du transport scolaire. Alors, voici maintenant le temps de parler de pistes d'intervention. On a classifié, on a su savoir si c'est un écart de conduite majeur, un écart de conduite mineur. Bien évidemment, l'important dans tout ça, au-delà de savoir si c'est majeur ou si c'est mineur, c'est bien évidemment d'être capable donc d'intervenir. Alors, la première des choses super importantes, ben, c'est de stopper, d'arrêter le comportement qui est inadéquat. L'important, c'est d'intervenir. De faire un rapport, d'écrire ce qui s'est passé n'est pas une intervention en soi. On va se garder des traces de ce qui s'est fait, mais ultimement, ce qui est important, c'est d'intervenir, donc de venir soutenir, de venir aider l'élève dans le comportement, l'écart de conduite qu'il est en train d'avoir. Des exemples de comportement, pardon, pas de comportement, d'intervention qui est possible d'avoir, il y en existe de différents types. Il est possible d'avoir des interventions, ben oui, qui sont non verbales. Par le simple fait d'avoir un regard méfiant, un regard là, non, tu sais, le regard veut tout dire, une image vaut mille mots, comme on dit, ben de regarder l'élève, tout simplement, ou même avec votre miroir, le rétroviseur, bien souvent, l'élève le sait, et puis ça lui fait un petit rappel, puis il fait comme, zut, je suis vu, je suis pris, alors je vais arrêter le comportement. Alors ça, c'est pas à négliger, on le sait, c'est une intervention qui on nomme non verbale. Faire un signe à l'élève, tu sais, rapproche-toi, viens ici, non, stop, on ne fait pas ça. Alors, ce sont des interventions. Fait que tout au long de votre conduite de votre véhicule, bien évidemment, il y a des interventions non verbales qui peuvent se faire. Et à 80 du temps, oui, il est reconnu que l'élève va se conformer donc à la demande de l'adulte, même si c'est une demande qui est non verbale. De se rapprocher de l'élève quand c'est possible, bien évidemment, avant le départ de l'autobus. Juste par le simple fait de vous rapprocher de lui au lieu de crier à travers l'autobus, de marcher dans l'autobus à l'intérieur ou de la berline d'aller à l'arrière, de se rapprocher de l'élève sans, pour lui, en fait, c'est instinctif, là. Il va sentir, en fait, une présence adulte plus près de lui et il va avoir tendance à stopper son comportement. Parfois, il y a certains comportements qu'on peut se permettre d'ignorer intentionnellement. Bien évidemment, si l'élève nous a vu qu'on l'a vu et qu'on ne fait rien, c'est peut-être pas la meilleure des interventions. À ce moment-là, c'est important d'intervenir, mais d'avoir entendu, par exemple, des mauvais mots, parce qu'on peut pas tout faire, on peut pas intervenir sur tout.
mais d'entendre certains mauvais mots, ben ça se peut qu'on fasse semblant de ne pas l'avoir entendu cette fois-là parce qu'on a d'autres priorités, parce qu'on a d'autres préoccupations aussi à répondre. De renforcer aussi, on l'oublie trop souvent, mais c'est donc important pour tous ceux et celles qui font partie, en fait, de transport scolaire d'une école que l'on dit une école SCP ou même une école qui a été accompagnée en gestion efficace des comportements et qui développerait un système de renforcement positif. Ben, c'est intéressant de le savoir et c'est important, en fait, même de participer à ce genre de vie d'école-là. Alors, je peux penser par exemple, à une école là, qui a un système de renforcement positif école, alors souvent, là, ça peut passer par des petits, certains mots que je vais vous dire. Ah oui, je le sais, moi, je le fais par des bottes, par des phénix, par des coupons bravo, par c'est souvent un petit truc tangible là, qu'on peut remettre à l'élève, en fait, pour le féliciter du bon comportement qu'il a eu. Alors, le renforcement positif, en renforçant, par exemple, « Ah, bravo, Jacob, tu es assis à ton banc tel que je te le demande. Merci de respecter la consigne. » Ben, bien souvent, je sais pas moi, Stéphanie qui est assise à côté de lui, ben, va entendre, ça va lui rappeler de bien s'asseoir, puis qu'en plus que peut-être elle pourrait elle aussi gagner, se mériter un coupon ou quoi que ce soit, ben, va par la bande, ce qu'on dit dans un renforcement différé, donc va encourager Stéphanie à adopter le bon comportement attendu. Pointez la règle qui est attendue. Si dans votre transport scolaire, vous avez une affiche qui indique c'est quoi les attentes de façon respectueuse, de façon dans l'engagement, peu importe, dans les valeurs de l'école, puis que c'est nommé, en fait, c'est écrit, on a un aide visuel pour se rappeler les consignes dans l'autobus, ou encore là dans la berline, c'est encore un outil super important. On a juste à le pointer, de faire c'est ça que je m'attends de ça de toi. Alors, c'est intéressant de regarder l'élève de façon soutenue aussi, de ne pas le lâcher du regard quand c'est possible encore là, parce que s'il faut regarder la route, je pense que la route est plus importante. Mais c'est donc d'être conscient que ces genres d'interventions-là, elles sont vraiment importantes et ce sont des interventions que tout le monde, on est capable de mettre en place. Maintenant, ben, bien évidemment, on peut faire des interventions verbales, heureusement bien. Alors, d'avertir l'élève, de lui faire un rappel direct de ce à quoi je m'attends. Mais non, dans l'autobus, je m'attends à ce que ce soit respectueux. Là, le langage que tu as employé n'est pas respectueux. Alors, c'est quoi un langage respectueux? On peut même encourager l'élève à refaire, à reprendre le comportement. Donc, voilà, un rappel direct verbal, relire les règles qui sont attendues, enseigner de nouveau, c'est-à-dire que ça peut se prendre 30 secondes, 1 minute avant le départ, au retour du départ pour enseigner ce qu'on s'attend de l'élève, le prendre par la main, aller lui montrer exactement ce qu'on s'attend de lui dans le transport scolaire. Offrir de l'aide. Est-ce que tu as besoin que je t'aide? Est-ce que tu as besoin que je te rappelle les consignes? As-tu besoin de... Bon, offrir des choix. Ben là, je te demande de faire telle action. Sinon, ben voilà, il pourrait arriver telle conséquence. Offrir le choix, ben là, je vois que c'est difficile quand tu es assis à côté de Charlotte. Alors, je t'offre le choix. Aujourd'hui, tu peux t'asseoir à l'avant ou t'asseoir là, mais si ça ne fonctionne pas, voici, il y aura telle action que je devrais prendre. Alors, offrir des choix, investir l'élève dans les interventions qu'on veut mettre de l'avant, c'est toujours très, très gagnant. Utiliser l'humour, bien évidemment, de mettre de l'humour, de détendre l'atmosphère, de dire « Ah, mon petit coquin, ma petite coquine » ou bien peu importe, là, de rapporter, en fait, de détendre l'ambiance tout en exigeant l'étant une saine fermeté, de faire en sorte à ce que l'enfant réponde au comportement qu'on s'attend de lui, de discuter avec l'élève, que ce soit même un tout petit de préscolaire là, ou un grand de 6e année ou du secondaire, ils se sont des êtres humains, ils ont besoin d'échanger, de discuter. Il y a peut-être des raisons aussi, ça vient pas excuser le comportement ou le geste, mais ça vient peut-être nous aider à mieux comprendre. Alors, c'est important de pouvoir s'offrir des moments d'échanger, discuter, s'occuper autrement, donc changer les idées peut-être des fois à l'élève, valider sa compréhension, peut-être que c'est juste une incompréhension des attentes qu'il y en a là. Proposer un délai aussi, ça se peut, hein? Un élève, quand il vit une grande émotion, il est pas tout de suite alerte, il va pas nécessairement répondre automatiquement à votre demande. Donc, de laisser un délai raisonnable entre la demande et le comportement qui est à changer, ça fait aussi partie des interventions qu'on peut faire
ben là, je reviens discuter seul à seul, faire du pairage, donc de modeler, des fois de mettre un enfant qui se comporte bien à côté d'un enfant qui est peut-être plus en difficulté, en lui donnant la mission de lui montrer, de l'aider, de le protéger, etc. Bref, je pense que c'est de trouver des pistes de solutions, encore là pour des écarts de conduite mineurs, des pistes de solutions ensemble, toujours en gardant en tête que c'est nous l'adulte, c'est selon ce que nous, oui, nos exigences, que nos exigences soient dans les bonnes normes, mais qu'on est là pour aider l'enfant. L'enfant est tout au long de sa vie, il va être dans un système en apprentissage. Alors, ben, même bien se comporter dans un transport fait partie des apprentissages que les enfants ont à faire. Alors maintenant, des pistes d'intervention pour des écarts de conduite dites majeurs. Alors, bien évidemment, hein, pas parce que c'est majeur que les interventions dites précédemment s'effacent. Alors, bien évidemment, toutes ces interventions-là ben, peuvent aussi être faites lors des écarts de conduite majeurs. Et puis, bien évidemment, ce qu'on essaie d'aller, c'est qu'étant donné la gravité peut-être des actions, quand on dit que les écarts sont un petit peu plus majeurs, c'est d'aller peut-être plus loin dans nos interventions, de sorte à ce que l'élève apprenne réellement pour essayer de changer son comportement et qu'il ne le reproduise pas. Alors, des exemples d'interventions qu'on pourrait aller plus loin en profondeur pour des élèves qui ont des écarts majeurs, ce serait par exemple de faire des excuses écrites ou faire des excuses verbales. Des excuses réfléchies. Hein? C'est facile d'y aller à dis je m'excuse, puis je m'excuse. C'est pas ressenti, c'est pas réfléchi. Donc, d'amener l'aspect peut-être de réflexion. En plus que l'élève vieillit, plus qu'il est un être de raison, qu'il est capable de réfléchir et de comprendre, en fait, ce qu'il a fait à l'autre. Par exemple, si c'est une action qui a été prodiguée envers une personne, là, donc de savoir que ça peut avoir blessé l'autre, même de l'amener dans une réflexion peut-être parfois plus profonde que de s'arrêter seulement qu'à des excuses, mais de réaliser le mal peut-être qu'il a fait ou ce qu'il a causé envers l'autre personne. Effectuer un geste de réparation. Donc, on va vous donner des exemples éventuellement là, de gestes de réparation possibles de faire. Mais donc, vraiment, j'ai brisé quelque chose à quelqu'un, ben je vais m'organiser pour le réparer. Je lui ai fait de la peine physiquement ou psychologiquement. Ben physiquement ou psychologiquement, je vais essayer de réparer. Est-ce que ce sera par rendre service à l'autre, de lui trouver des qualités, de lui trouver des beaux mots à lui dire pour tenter de réparer un peu ce qui a été brisé. Alors, faire un geste de réparation, c'est des bonnes actions, des bonnes interventions à prodiguer. Aviser bien évidemment le TES, la TES de l'école pour offrir un suivi à l'élève. Bien sûr, votre temps, on le sait, hein, il est restreint, il est entrecoupé de je dépose l'élève, je le reprends le soir, mais bon, on s'entend que du temps de qualité avec les élèves, c'est peut-être pas nécessairement ce que vous avez de plus et en plus grande quantité. Alors, c'est pour ça qu'on va se donner la touch puis essayer de s'entraider entre adultes, donc d'aviser le TES de l'école pour venir offrir de l'aide à l'élève. Ceci dit, je ne viens pas dire de délaisser et de ne jamais intervenir en croyant qu'il s'agit que du rôle de TES. Non. Vous êtes un adulte à part entière, vous êtes une personne dans la vie scolaire de l'élève et c'est vraiment important que si vous êtes témoin de situations, que vous ayez vous-même à intervenir auprès de l'élève. Même que de peut-être demander des fois à ce que la TES vienne prendre en charge l'autobus le temps de la rentrée des élèves et d'utiliser ce temps-là, par exemple, le temps, tu sais, que l'autobus se remplisse, là, puis que ça peut prendre 10-15 minutes avant qu'on puisse décoller, partir, bien, ça pourrait être un temps qui a été réinvesti, qu'il y a un autre adulte qui supervise à l'intérieur de l'autobus ou de la berline et moi, comme conducteur, comme chauffeur, donc de prendre un temps à part avec un élève pour avoir une vraie discussion plus franche. Donc, s'il s'agit, c'est votre rôle, votre crédibilité. La TES, elle ne sera pas là, elle, dans le transport pendant que vous allez faire la route jusqu'à la maison. Donc, c'est important que l'élève ait confiance en vous et puisse vous respecter vous aussi, comme adulte. Il serait possible aussi de faire des fiches de réflexion accompagnées, encore là, à un enfant à faire une fiche de réflexion. C'est des fiches que vous pouvez demander là, au TES, justement, des écoles avec lesquelles est-ce que que vous travaillez, dans le fait, quand vous allez chercher des élèves. Je suis convaincue que les TES, direction d'école, enseignants à qui vous allez jaser,
vont se faire un plaisir de pouvoir vous fournir des fiches de réflexion en ce sens-là, qui peut être remise et demander à l'élève de faire à la maison, puis reparler avec vous. Mais l'important, c'est que vous gardez le lien avec l'enfant là, sur le comportement qui est arrivé, puis vous terminez en fait l'intervention que vous avez commencée. Voilà, comme je disais tantôt, si tu utiliser un temps ciblé, donc peut-être pendant que l'autobus est en train de se remplir, d'utiliser un temps avec certains élèves pour pratiquer le comportement qu'on s'attend. Si c'est un élève, par exemple, qui a souvent la tendance à se lever ou à pas bien être assis, allez le pratiquer avec lui, allez vous asseoir à côté de lui, allez le travailler ensemble, puis expliquer pourquoi est-ce que c'est important pour vous, puis pour la sécurité de tout le monde, d'être assis, par exemple. Bon. Et bien évidemment, on pourrait qu'arriver éventuellement, après plusieurs interventions, après un écart vraiment majeur, à une suspension donc du service de transport selon le protocole qui est convenu à votre école. Nous voilà maintenant rendus au point 4, les conséquences et les gestes de réparation. Alors, on va parler de pourquoi, quand et quoi donner comme conséquence, comme geste de réparation. Alors, il faut le savoir, en fait, l'École québécoise, en fait, a 3 missions. Et dans les 3 missions de l'école, c'est instruire, socialiser et qualifier. Alors, vous, comme conducteur d'autobus scolaire ou de berline ou en fait de transporteur scolaire, bien évidemment, votre rôle est important dans la mission de socialiser. Hein, vous recueillez les élèves le matin, vous êtes la première personne, le premier visage que l'élève voit le matin, vous l'apportez dans son milieu scolaire, donc c'est comme il est en préparation déjà à aller répondre à sa mission, donc de s'instruire et de se faire qualifier. Et puis, vous êtes la dernière personne qui le déposiez à la maison le soir en fin de journée. Alors, vous avez les élèves, bien évidemment, c'est pas nécessairement dans l'instruction et dans la qualification, mais vous voyez les élèves qui en ont dit dans un temps non structuré, c'est-à-dire dans un temps où est-ce qu'ils sont avec des amis, avec des collègues, avec des plus vieux, des plus jeunes, de tous les genres. Et bien évidemment, vous avez un rôle à jouer là-dedans parce qu'on fait partie de ce qu'on appelle là un milieu d'éducation, je l'ai dit déjà plus tôt. Donc, votre rôle d'aider les enfants à socialiser est drôlement important. L'idée ici, en fait, comme conducteur, transporteur scolaire, c'est d'être en relation avec l'élève, être capable de le supporter, de l'aider, de le guider. On ne veut pas seulement être une figure autoritaire qui donne des conséquences aux actions, mais l'idée, c'est de développer l'esprit critique, puis réfléchi de nos jeunes. Fait que c'est en ayant une approche qui est éducative et ce qu'on dit en bienveillante, même si c'est énormément galvaudé de nos jours, mais quand même, donc, en ayant une attitude bienveillante envers les élèves, qu'on va optimiser leur développement global. Et c'est ce qu'on recherche, en fait, chez nos élèves au Centre de services scolaires de la Rivière-du-Nord. Alors, on est engagé à aider les enfants, donc, dans la mission, donc, de socialiser, de devenir de meilleurs humains. Alors, quand un enfant a un écart de conduite, bien évidemment, nous, notre intention, c'est d'intervenir comme éducateur, comme transporteur, comme enseignant, comme TES, comme direction d'école. Le but, c'est d'intervenir dans l'objectif premier, en fait, d'apprendre à l'élève à bien se comporter. Bien évidemment, va arriver que parfois, l'apprentissage peut passer par des conséquences, absolument. Alors, on n'est vraiment pas dans la recherche de conséquences punitives, mais maintenant, on est vraiment dans la recherche de conséquences logiques et dans des conséquences qu'on va dire dites éducatives. Alors, c'est quoi les caractéristiques d'une conséquence qui est logique? En fait, c'est une conséquence qui va être directement liée avec le geste posé. Par exemple, un élève qui ferait des graffitis dans votre autobus scolaire, de commencer à lui demander je sais pas, à aller faire, je sais pas, là, qu'est-ce qu'il pourrait faire, mettons que ça serait pas logique. On lui demanderait d'aller faire un exposé oral sur la sécurité dans le transport scolaire. Ça n'a pas vraiment de sens avec ce qui est dans le geste qui est posé, qui est au niveau des graffitis. Mais plutôt, ça serait d'aller faire une recherche Internet sur justement le fait que qu'est-ce qu'il y a de mal, en fait, à faire des graffitis et en quoi est-ce que c'est important de prendre soin de l'environnement dans lequel est-ce que je suis? Bon, par exemple. Alors donc, de trouver une conséquence logique, toujours dans le but, peu importe ce qu'on va donner à l'enfant, à l'élève comme conséquence, le but est de lui venir en aide pour lui apprendre à bien se comporter. C'est à travers les conséquences
qui doit faire un apprentissage qui va lui être utile tout au long de sa vie et qui va l'aider, en fait, à venir modifier son comportement. Les conséquences qu'on va leur donner doivent être justes, concrètes, gérables. Hein, on ne va pas commencer à donner des conséquences. À un, je vais donner une conséquence, je ne sais pas, c'est pour un même geste donné, un même type d'élève, ben il y en a un, je vais lui donner une conséquence qui va durer pendant 8 semaines, là, puis l'autre, ben ça va être 30 secondes. Non, il faut que ça soit quand même juste. Ça peut être varié d'un élève à l'autre, il n'y a aucun problème en fonction de plein de critères, mais bien évidemment, il faut que ça soit juste et en fonction du geste donc, qui a été posé. L'application immédiate dans le meilleur des mondes possibles, bien évidemment. Une conséquence qui arriverait 2, 3, 4, 5 jours, une semaine, 2 semaines plus tard, fera plus de sens dans la tête de l'élève, encore moins chez nos tout petits. Alors, l'application doit être le plus rapide possible quand c'est possible, bien entendu. Une durée raisonnable, un peu comme je l'ai dit tantôt dans la justice, ben c'est que une conséquence ne va pas avoir à durer pendant nécessairement 2-3 semaines. Là. Alors, on va donner une conséquence qui peut paraître aussi petite et simple que vous pouvez penser, va quand même avoir un impact chez l'élève. Et bien évidemment, le plus souvent possible, en essayant de faire fi des émotions que ça peut nous amener, parce qu'un écart de conduite d'un élève nous fait vivre à nous en tant qu'adultes et moins concrète, moins gérable. Mais le plus souvent qu'autrement, on essaie d'expliquer donc d'une façon positive, claire et précise la conséquence qui est donnée pour que justement ça ne soit pas vu, perçu comme étant une punition, mais bien une action dans le but de venir en aide à l'élève, dans le but que son comportement change. Les caractéristiques maintenant d'un geste de réparation, parce qu'on peut donner des conséquences logiques, mais on peut aussi exiger à l'enfant qu'il ait un geste de réparation, soit envers un adulte, envers un autre enfant, etc. Et bien, la réparation doit être bien évidemment en lien avec le comportement inadéquat. Encore là, je reprends l'exemple de l'élève qui aurait, qui aurait dit des mauvais mots à un autre élève. Ben, la conséquence, par exemple, d'arriver à dire comme geste de réparation, il doit lui faire un cadre en couleur avec, je sais pas, un joli dessin qui n'a pas de lien avec ce qu'il a fait là, ben, ça a moins d'impact. Alors, si ça a été verbal, ben, on pourrait aller avec un geste de réparation verbal en, par exemple, exigeant l'élève de trouver il doit encourager les valeurs de respect. Alors, on n'oublie pas que, ben, dans le fond, tout ça est fait empreint de valeurs également, que vous faites partie d'une école qui, elle, a décrit et choisi donc des valeurs également. Fait qu'il faut s'assurer de faire respecter les valeurs de l'école, les valeurs on impose aussi aux élèves. Et finalement, ben, la réparation, bien souvent, elle va encourager la personne à se consentir. Donc, à prendre conscience que l'action qu'elle a posée, ben, elle est inadéquate et qu'elle a des conséquences, que ça l'a apporté peut-être des conséquences négatives sur l'autre humain qui était devant lui ou peu importe. Alors, voilà. Donc, puis l'élève peut choisir en fait un geste de réparation dans la liste ou en proposer un autre. Et là, je vais vous présenter une liste de gestes de réparation possibles. Donc, faire des gestes réparateurs amène l'élève à devenir beaucoup plus conscient de ses actions et de ses gestes et de savoir qu'ils ont un impact sur l'autre. Il devient un être humain qui agit de manière plus adéquate dans toutes ses relations. Alors, voilà pourquoi est-ce qu'on va tenter de trouver des gestes de réparation lors d'un écart de conduite. Et dans la liste suivante, bien voilà, donc une liste de conséquences éducatives possibles de pouvoir s'inspirer ou encore une liste de conséquences réparatrices que l'on pourrait profiler à l'élève et lui demander de choisir parmi cette liste-là. Parmi les listes des conséquences éducatives, par exemple, ben, prendre le temps de discuter avec le jeune, comprendre les raisons de son comportement, demander à l'élève de faire le comportement attendu et de le pratiquer, s'excuser en mots, en gestes, en dessins, hein. Observer d'autres élèves qui respectent les comportements attendus. Ça aussi, ça nous aide à faire une prise de conscience. C'est des belles conséquences qui peuvent être faites assez rapidement, qui n'exigent pas beaucoup de temps et qui ont un réel impact, en fait, sur ce qu'on s'attend de l'enfant. Apporter l'enfant, donc, à faire une réflexion en lien avec le comportement inadéquat qu'il y a eu soit avec l'adulte ou avec un autre enfant. Reprendre du temps perdu, hein, temps perdu, temps compensé. Donc, la notion de temps, de réaliser que, ben oui, ça a un impact des fois sur le temps que ça nous fait faire. Prendre le temps de résoudre des conflits. Avoir une récréation ou un dîner supervisé, donc en demandant la supervision, par exemple, d'une TES qui est à l'école, que bien entendu, vous n'êtes pas nécessairement là sur l'heure du dîner. Et des exemples de conséquences aussi réparatrices qu'un enfant peut faire,
ben, réparer, tout simplement, hein, réparer le matériel qui a été endommagé. Ça se peut que des fois, on ait à le changer puis à en acheter du nouveau, mais juste d'avoir pris le temps d'essayer de réparer, même si on ne l'utilise pas, est quand même une conséquence donc réparatrice. L'enfant a eu à prendre de son temps à lui pour réparer du matériel endommagé. Préparer une aide d'excuse, faire trouver des qualités sur la personne que l'élève n'a pas bien respectée, rendre un service à l'élève ou à l'adulte en qui il lui a peut-être manqué de respect, prêter un objet personnel pour le partager, pour réparer, reprendre le geste fait d'une façon convenable. Tout simplement. Ça peut paraître banal, on se dit, mais c'est pas une conséquence, mais oui, l'enfant qui répète le bon comportement qu'on lui demande de faire puis qu'il le fait est en train d'apprendre que c'est ça qu'on s'attend de lui. Alors, il n'y a pas besoin d'avoir une punition qui lui fait peur ou qui lui a fait mal ou qui l'a traumatisé. Ça, réellement, son cerveau va enregistrer et va capter, peut-être pas après la première fois, mais peut-être après la deuxième, la troisième, la cinquième, on ne le sait pas, mais va capter que c'est ça qu'on s'attend de lui. Vivre une résolution de conflit, aider la personne à accomplir une tâche, etc. Donc, la liste, elle est là. Je vous permets, vous les avez, vous avez accès à ces documents-là. Allez les lire, puis essayez de pouvoir jongler un petit peu dans tout ça pour pouvoir agrémenter vos journées puis aider les élèves qui ont des écarts de conduite, qui s'attendent à recevoir l'aide de l'adulte. Alors maintenant, nous allons parler de l'arbre décisionnel. C'est un outil probablement que vous avez vu dans la première capsule. Alors, c'est un rappel, mais un rappel aussi des interventions qui peuvent être faites avec l'arbre décisionnel, la procédure, dans le fond, qu'on peut mettre en place. Donc, l'arbre décisionnel c'est vraiment un outil d'aide à la décision, pour faire des choix éclairés. C'est une procédure pour transiger avec les comportements inappropriés que pourraient avoir nos élèves. Donc, c'est une procédure qu'on peut avoir en tête pour, maximiser la collaboration de l'élève lors de notre intervention. Donc, un exemple, d'arbres décisionnels qu'on peut voir, dans le transport scolaire, c'est vraiment ici là, un arbre décisionnel qui concerne les comportements inappropriés qu'on pourrait voir dans le code de vie de l'école et les attentes qu'on souhaite voir dans l'autobus, dans le transport scolaire. Ici, ce n'est pas nécessairement l'arbre décisionnel lorsqu'il y a des événements de violence et d'intimidation. On l'a vu dans une autre capsule, précédente lorsqu'il s'agit vraiment de comportements de violence ou d'intimidation. Donc, exemple, un comportement inapproprié, on a un élève qui est debout dans l'autobus. Donc, la première chose que vous allez faire, bien sûr, c'est d'interpeller l'élève. Tommy, exemple: «Je te demande de t'asseoir, s'il vous plaît, et de parler, un peu plus à voix basse», parce que c'est un élève qui serait debout et qui parle plus fort. Alors, vous avez fait votre première intervention. Il y a 2 choses qui se passent, soit l'élève collabore ou ne collabore pas. Donc, si on s'en va vers la gauche, l'élève collabore, aussitôt qu'on lui dit, il se rassoit, il baisse le ton. Alors, super, merci Tommy de t'asseoir puis de collaborer. Ça aide à la sécurité de tous dans l'autobus, exemple. Donc on félicite l'élève. Cette fois-ci, on peut, féliciter l'élève aussi si on voit des comportements où il reste plus souvent assis dans l'autobus parce que ce serait un comportement qui serait un petit peu récurrent parce que c'est difficile pour lui. Donc on va le renforcer dans son comportement. Mais: «Hey, je vois que tu fais des efforts Tommy, vraiment cette semaine, j'ai remarqué que tu t'es resté assis plus souvent dans l'autobus, tu parles pas, tu parles plus bas avec les autres élèves. Vraiment, je te remercie, ça contribue, à une belle ambiance, ça contribue à une meilleure sécurité dans l'autobus. Vous allez trouver les mots qu'il faut pour renforcer cet élève-là. Donc ici, on n'a pas besoin nécessairement de remplir un rapport, de ce comportement inapproprié parce qu'il a bien répondu et collaboré à votre demande. L'autre côté, c'est lorsque l'élève, malgré la demande que vous lui avez faite, ne collabore pas. Alors ici, c'est de pouvoir offrir un choix à l'élève. Tu sais, je t'ai demandé de t'asseoir, là, je vois que c'est difficile pour toi, j'aimerais ça que tu puisses faire un choix. Là, soit que tu t'assois et tu respectes ce que je te demande
où il devra y avoir conséquences et que je devrais rapporter les événements à l'intervenant pour aller plus loin dans l'intervention. Alors, on laisse un certain temps, hein, un bon 30 secondes pour que l'élève puisse se réajuster rapidement pour qu'il prenne la décision face à ce choix-là. Donc, on n'est pas dans les menaces ici, on lui dit qu'est-ce qui pourrait arriver s'il ne collabore pas. Donc, si l'élève toujours ne collabore pas, peut-être qu'il faudra arrêter le transport scolaire, l'autobus, bon, faire une autre intervention, mais il sera important de remplir le rapport d'événement pour qu'un intervenant de l'école puisse revenir sur la situation avec l'élève et cheminer dans cette situation-là avec lui parce qu'il n'aura pas collaboré. Donc, c'est important de pouvoir avoir une procédure en tête sur les interventions qu'on peut mettre en place et d'amener l'élève à collaborer, lui laisser des choix, un petit temps pour se réajuster dans l'intervention qu'on est en train de faire. Et vous voyez que l'intervention, on avait des attentes claires, bienveillantes, fermes et avec peu de mots. J'ai donné des exemples, mais utilisez peu de mots lors de votre intervention pour que ça soit très clair et elle soit rapidement comprise et effectuée par l'élève. Je vous remercie. Je laisse la parole à Marie-Josée. Merci Sylvie. Alors, on enchaîne avec le dernier point, donc qui est le point numéro 6, la consignation et les plaintes. Alors, comme on l'a vu dans la capsule numéro 4, donc on a distingué les écarts de conduite mineurs, les écarts de conduite majeurs, on a parlé à travers des conséquences, en fait, des interventions à prodiguer, des conséquences réparatrices, des conséquences éducatives à donner aux élèves. Alors, bien évidemment, donc le fait de consigner, c'est-à-dire d'écrire, de laisser des traces, n'est pas une conséquence en soi, n'est pas une intervention en soi, mais est tellement essentiel, en fait, essentiel pour retracer la fréquence des comportements de l'élève, les types d'interventions qu'on a fait avec l'élève, comment on est intervenu pour, en fait, savoir, peut-être qu'on peut intervenir différemment, autrement, avec d'autres types d'interventions, avoir une gradation, en fait, là, pour savoir où est-ce qu'on en est également et pour arriver, peut-être qu'éventuellement, oui, ça nécessiterait donc une suspension du transport scolaire. Alors, quand on parle de consignation des événements, eh bien, en fait, tout ce qui est considéré comme mineur, bien évidemment, hein, ça le dit, c'est mineur. Donc, l'enfant a le droit de se reprendre. On intervient, on vient en soutien à l'enfant, à l'élève, on va l'aider, on va essayer de lui remontrer le comportement attendu, on va l'encourager, bon, etc. Alors, pour un écart de conduite mineur, il n'y a rien qui nous oblige à venir rédiger puis à venir consigner l'événement. Bien entendu, un écart de conduite mineur qui est répétitif, qui revient souvent, qui est récurrent, oui, on va devoir le consigner parce que bien évidemment, on va peut-être devoir aller un petit peu plus haut, puis avoir d'autres types d'interventions pour en arriver finalement à peut-être la suspension du transport. Alors, il y a deux types de consignation d'événements. Il y a ce qu'on appelle le rapport de communication et ce qu'on appelle le rapport de plainte. Donc, le rapport de communication, en fait, c'est pour tenir une espèce de journal à jour, en fait, ça, c'est de faire office, de mentionner, hein, ça peut être verbal, ça peut être écrit. Donc, c'est de venir communiquer soit à la TES, peut-être des fois, ça peut se rendre à la direction, aux parents, à l'élève. Donc, de venir communiquer la situation qui s'est produite dans le transport pour en garder des traces, en fait, pour avoir une fréquence, une intensité, savoir à quand ça revient, puis c'est quoi les reprises des écarts de conduite qui reviennent. Alors, voici une liste là, d'exemples de comportements pour lesquels est-ce que je serais tentée à rédiger un rapport de communication. Donc, c'est pour un écart de conduite qui est majeur, mais qui n'est pas qui ne vient pas nécessairement nuire à la sécurité du transport scolaire et qui n'est pas interdit dans la société.
Pour tout comportement, en fait, qui est vraiment ultime, là, qui est interdit dans la société, qui vient nuire à l'environnement en général, qui vient vraiment perturber l'ensemble de mon transport, bien évidemment, au-delà d'un rapport de communication, je suis tenue de venir écrire un rapport de plainte. Et ça, c'est dans vos dossiers que je vais vous montrer là, au niveau du transport scolaire. Alors, pour toute action de violence, de vandalisme, d'intimidation, de menace, de bataille, possession d'armes, du vol, des fugues, etc., pour toutes ces situations-là, un rapport de plainte doit être consigné parce que, bien évidemment, selon le protocole qui est émis dans votre école, après un certain nombre, l'enfant est automatiquement suspendu donc du transport scolaire. Bien évidemment, notre rôle est quand même d'apprendre à l'enfant, de l'aider dans tout ça. On va soutenir la famille à essayer de trouver des moyens puis des mesures à mettre en place pour soutenir l'enfant. Alors, il existe dans probablement votre boîte à outils, ou en fait, on vous a peut-être remis ça en version papier, ce qu'on appelle le coffre à outils pour les conducteurs d'autobus et de berline. Alors, des services de l'organisation du SOST, là, du Centre de services scolaires de la Rivière-du-Nord. Alors, un beau document ici que vous devez avoir en votre possession et qui est important d'aller lire, en fait, d'en prendre connaissance. Et à sa droite, on retrouve en fait vraiment ce qu'on appelle donc le rapport de plainte à compléter religieusement, là, s'il y a un écart de conduite majeur, donc dans le cas où est-ce que il y aurait un comportement, donc si c'est un écart. Alors, voici ce à quoi ressemble le document PDF. Donc, vous avez qui est le coffre à outils pour les conducteurs et d'autobus et de berline, donc du service de l'SOST, en fait, le service de l'organisation scolaire et du transport du Centre des services scolaires de la Rivière-du-Nord. Alors, vous devriez avoir ce document-là là, en votre possession et en avoir pris déjà connaissance. Et à sa droite, on retrouve le rapport de plainte, en fait, qui est à remplir et à remettre, en fait. En fait, c'est pas vrai, c'est le rapport, tout simplement, qui est à remplir et à remettre à la TES, à la direction d'école, en fait, en aviser le plus rapidement possible. Et de ce rapport-là, on vient cocher en haut si justement c'est un rapport de communication ou si sinon c'est un rapport de plainte, une plainte officielle là, de transport scolaire suite à un écart de conduite majeur. Alors, bien évidemment, ce qui est important, c'est de le remplir le plus tôt possible, hein, pas d'attendre des 2-3 semaines après l'événement, la situation qui s'est passée, pour qu'on puisse agir et pouvoir venir en aide à l'enfant et même à vous et à la sécurité donc de votre transport. Ce qu'on va aller écrire à l'intérieur de ça, bien évidemment, ce sont des faits, hein, donc pas de jugement, pas de le petit ou la petite. Non, on va avec des faits. Donc, on va décrire la situation comme si c'était une personne non-voyante qui devait s'imaginer et se refaire le scénario de la situation qu'on a vue devant nos yeux, être le plus précis possible, le plus concis possible. Hein, on a un petit paragraphe à rédiger et d'être le plus clair possible, bien évidemment, le plus explicite. Puis par la suite, c'est de retransmettre ce document-là, donc d'aviser la TES, le TES de l'école et la direction aux besoins. Si vous n'avez pas en fait accès à ces documents-là, je vous invite à communiquer peut-être avec la direction de votre école, peut-être avec votre patron là, au niveau du transport scolaire. Mais bien sûr, ce sont des documents que vous devriez avoir en votre possession dans votre transport de façon quotidienne là, pour les avoir sous la main. Alors, nous voilà déjà à la fin de cette capsule numéro 4. Alors, on vous remercie grandement de votre écoute. Bien important, il s'agit d'aller compléter donc le formulaire d'attestation et de formation que vous trouverez sur le site web. Alors, il suffit d'aller cliquer, d'aller répondre aux 3 petites questions assez simples et d'envoyer le tout pour confirmer, en fait, c'est ça, d'attester la lecture et le visionnement de cette capsule-là. Et nous vous invitons à vous rendre éventuellement d'ici à la fin de l'année à la 5e station. Merci beaucoup. Au plaisir.